Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver pour ce vendredi 11 janvier 2019. Alors hier, discours de Jean-Paul qui a eu lieu à 18 h heure française. Jean-Paul qui a ni plus ni moins répété globalement ce qu'il avait déjà dit le vendredi de la semaine dernière. Donc concrètement, il promet patience et réactivité de la part de la Fed, ce que le marché a accueilli plutôt positivement et a permis à Wall Street d'enchaîner une cinquième séance consécutive de hausse. Donc le plus long rallye aussi finalement de Wall Street depuis septembre, on ne dirait pas comme ça, mais le Dow Jones bondit de 10% depuis ses plus bas. Voilà. On poursuit avec l'avertissement légal sur le risque, le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes, un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi, l'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital, IG font exclusivement un service d'exécution d'ordre, cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors ce matin, nous avons l'appétit pour le risque. Nous avons l'appétit pour le risque puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, Wall Street clôturé dans le vert hier. On a l'Asie qui clôture également dans le vert avec le MSI Asie exclu Japan, donc plus 0,37%. C'est des émergents, donc c'est des actifs particulièrement risqués, encore plus risqués que le S&P ou que le CAC. Le Nikkei plus 0,97. Au niveau du 10 ans US, eh bien, il rebondit de 3 points de base. Il rebondit 3 points de base, c'est-à-dire que le marché obligataire est vendu. Et s'il est vendu, eh bien, c'est un argument en faveur de l'appétit pour le risque. Le yen, c'est pareil. Le yen index est en baisse, moins 0,21%. Donc, appétit pour le risque ce matin. Je ne dis pas qu'il y a l'euphorie, mais je pense que c'est plutôt dans cet axe qu'il faut se positionner. Voilà. Au niveau du calendrier économique, alors je vais vous faire voir un petit après ce graphique. Calendrier économique, quelques statistiques au Royaume-Uni ce matin. Alors voilà, 10h30. Donc on aura la production industrielle. À Banque comme ça va pas être très importante. Donc c'est la production industrielle qui sera importante avec le PIB. Et cet après-midi, nous aurons 14h30 l'IPC mensuel et annuel, l'IPC américain. Donc information importante, l'IPC, je vous rappelle, c'est pas l'indicateur privilégié par la Fed. L'indicateur qui mesure l'inflation et qui est privilégié par la Fed, c'est l'indice PCE. Mais l'avantage de l'indice IPC, c'est qu'il est publié 1 à 2 semaines, il me semble que c'est 2 semaines avant l'indice PCE. Donc ça permet d'avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'on peut espérer de cet indice PCE qui sera publié du coup dans 2 semaines. Voilà. Donc statistiques sur l'inflation américaine qui seront suivies par les investisseurs. Alors je voulais vous faire voir ce graphique qui est ni plus ni moins que la performance relative de chaque devise face au dollar sur une semaine et pas sur un jour. Et vous voyez que les devises Como, les devises Como, c'est leur semaine, puisque elles surperforment concrètement le marché. Et à l'inverse, on a le dollar et le yen qui sous-performent. Donc on a eu de la chance lundi, puisqu'on avait parlé de la UD yen et du CAD yen. Donc on voit que finalement AUD yen, CAD yen, ça fait partie des deux paires les plus en tendance cette semaine, du coup, puisqu'on prend les deux extrêmes. Voilà, on n'a pas vu, enfin, j'ai pas vu le NZD venir, faire cette performance, je ne pensais pas, mais voilà, en tout cas, on s'est plutôt bien positionné en ce début de semaine, enfin, lundi plutôt. Bon, donc j'étais en train de regarder le Cadien. Ouais, le Cadien a une petite phase de respiration mercredi. On a rebondi jeudi matin. Voilà, rien de surprenant. Dans une tendance comme ça, il y a toujours des phases d'impulsion et de consolidation, voire retracement. Mais voilà, la tendance reste haussière. L'objectif reste le même, c'est 83 yens pour 1 dollar canadien. 83 yens, ça correspond, vous voyez, à à ce niveau de prix. Donc là, on voit qu'on est en train de le tester. Si on a le breakout, ça sera une information particulièrement haussière et il faudra s'attendre à un retour, vous voyez, à ce niveau de prix où là, il y avait 2 points de contact, 3 points de contact même sur ce niveau. Donc voilà, c'était un niveau assez important dans le passé. Voilà, donc Cadienne, si on a un breakout des 82,17, direction 83,63. Ensuite, on fait un tour sur la UDN, parce que c'était deux stratégies de la semaine. Ensuite, comme ça, on passera vraiment aux indices, puisque je sais que c'est les indices sur lesquels vous voulez commencer. Donc, indice, je refais rapidement l'analyse technique. Bon, ces obliques sont toujours valides. Donc là, résistance majeure, ouais, 2 points de contact, pullback après le breakout ici, donc 78, 66, 78, 66, c'est le premier niveau, comment dire, à surveiller. Nous aurons également les 80,50.
Alors, je passe sur les indices. Voilà, on a fait le récap de notre trade de la semaine, puisqu'on est vendredi, c'est le moment de faire le récap. C'est fait. Donc l'Eurostock 50, l'Eurostock 50 en journalier, eh bien c'est haussier, comme on peut le constater. Retour à 3077. Attention, 3077, c'est un niveau très important. Dans le passé, alors si je regarde bien, c'était, il me semble, voilà, c'était ce sommet en hebdo, donc le sommet de 2011, juste avant la crise de la dette européenne. Donc voilà, niveau quand même assez important psychologiquement. Si on le dépasse, ça serait un bon signal pour les indices européens. Techniquement, on constate, vous voyez, une oblique baissière. Et d'ailleurs, si on trace la parallèle, peut-être qu'on est, vous voyez, on est dans un canal. Donc voilà, canal baissier de court terme. Donc si on a le breakout, vous voyez que là on arrive proche de pas mal de résistance, donc à surveiller de près l'Eurostock 50 pour vraiment avoir une opinion haussière sur du, je dirais, moyen terme pour l'horizon de quelques semaines. Faut qu'on dépasse, faut qu'on sorte par le haut de ce canal, puisque ça remettra en perspective du coup tout celui-ci. On utiliserait les retraitements de Fibo. Vous voyez que là d'ailleurs, non seulement on teste les 3077, mais on est également relativement proche du seuil de 38% de retracement de cette tendance baissière. Donc voilà, les résistances s'accumulent entre 3050 et 3100. Donc si on passe 3100, ça ouvrirait la voie concrètement aux 3300, voire même 3400 points. Au niveau du CAC 40, alors le CAC 40, pareil, un rebond, un beau rebond qu'on a sur le CAC 40. On a une oblique également, qu'on s'approche relativement. Vous voyez qu'on est sur un niveau de timing assez important, puisque voilà, les 4800, 4900, c'est une zone de 100 points qui est extrêmement importante pour le CAC 40. Si on passe au-dessus cette direction, et bien les 5000, voire même 5200. Donc là, c'est pareil. Si on trace l'oblique, vous voyez qu'on est dans un canal baissier. Pareil pour le DAX. Le DAX, vous voyez ce canal baissier. Alors, on peut peut-être l'ajuster. Voilà, on a un canal de plus court terme, donc ça c'est un canal de long terme. On peut même pas parler de canal vu qu'on y est sorti par le bas, vous voyez. Donc voilà, on va plutôt laisser juste l'oblique baissière. Et là, on va peut-être pouvoir reporter du coup ce canal, enfin cette parallèle en bas. Et là, on est dans un canal. Voilà, donc c'est un canal baissier. Tant qu'on est dedans, il y a plus de chances qu'on y reste dedans. Voilà, techniquement, c'est comme ça que ça marche. Donc là, je vais enlever. J'enlève les supports résistance et je vais les retracer. Voilà, donc journalier, le récent plus bas. Donc là, c'est la ligne de coup. Ce support avec deux points de contact. Vous voyez, deux points de contact et le petit pullback. Ensuite, nous avons ce niveau-là, c'est pareil, regardez, support qui fait office de résistance. Donc voilà, donc 11 049 points, c'est la résistance du DAX et vous voyez que ça coïncide avec cette oblique baissière. Si on sort par le haut de ce canal et donc du coup qu'on dépasse cette résistance, la voie sera ouverte pour les 11 700 points. Mais attention à l'approche de cette résistance puisque on a les indices européens, on le voit qui arrivent proche de résistance, mais également les indices américains. Les indices américains, vous voyez, 2500, 2600, le S&P. D'ailleurs, j'ai fait un tweet hier. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré, mais enfin si je vous avais montré dans le webinaire d'hier, je vais vous le faire voir. Ah oui, je vous avais montré. Donc ça, c'était 2007. Vous voyez, donc une espèce d'épaule tête-épaule, une figure de retournement, baisse de 22% depuis le sommet, le rebond de 10%, le pullback finalement à la ligne de coup. D'accord? Donc ça, c'est 2007. Et là, c'est 2018. 2018, 2019. Donc, l'épaule, la tête, l'épaule. Elle est discutable, cette épaule, je le veux bien, mais bon, dans l'esprit, on en a une. La ligne de coup, on baisse de 20%, on augmente de 10%, le pullback est en train d'être fait. Donc, vous voyez, là, au niveau de l'oblique, alors, ça ne veut pas dire qu'on va partir à la baisse et qu'on va perdre à nouveau 50% comme en 2008. Mais, disons que le pullback sera très important. Parce que si c'est un pullback et qu'ensuite on a un nouveau signal baissier, il faudra s'attendre à un retour, disons à 2323.
là où tout se joue pour l'année 2018, je dirais, enfin plutôt le scénario catastrophique sera vraiment, comment dire, crédible si on passe en dessous de ce récent plus bas. Si on passe en dessous de ce récent plus bas, en 2007, eh bien l'équivalent, on avait baissé ensuite de 45% depuis ces plus bas. D'accord? Pas 45% depuis les sommets, hein, 45% depuis ce niveau-là. Donc je ne dis pas qu'on baissera de 45% si on passe sous ce niveau de prix, mais personnellement, si on passe sous ce niveau de prix, j'aurai un objectif baissier jusqu'à 2000 points. 2000 points depuis ce niveau-là, ça fait quand même une baisse de 15%. 15% après avoir baissé de 20. Donc en tout, ça ferait une baisse de 30%. Voilà. Donc 30%, c'est pas mal. Voilà, donc moi c'est ce niveau-là, tant qu'on est au-dessus des 2329, disons que il n'y a pas de scénario catastrophique, j'ai envie de dire, que je privilégie en tout cas pour ma part. Il reste voilà, possible, faut pas comment dire le négliger, mais je dirais que je préfère attendre qu'on passe sous les 2323 pour réellement voilà m'attendre à un mouvement extrêmement baissier. Voilà, et donc si on passe par contre au-dessus de la ligne de coût qui est en rose, vous voyez sur le graphique, on pourrait dans ce cas-là, éventuellement, je dirais bien, avoir des objectifs haussiers jusqu'en haut de cette oblique baissière, donc aux alentours des 2800 points. Alors bonjour tout le monde, excusez-moi, je vous ai pas salué, donc bonjour Jonas, j'espère que vous allez bien, Gérard que je sais également, Moa, Gilles, François, bonjour à vous, Philippe, de même. Alors Philippe qui me dit, soit-il possible d'avoir un webinaire de formation portant sur le décompte idiotis associé à Fibonacci avec des exemples concrets, daily, voire intraday? Alors oui, oui bien sûr, j'organiserai tout cela prochainement. Alors la semaine prochaine, mercredi, je ne serai pas là. La semaine d'après, ça va être compliqué puisque voilà, il va y avoir ma présentation à Genève. Mais donc du coup, la semaine d'après, donc fin janvier, je recommencerai les webinaires éducatifs et je vous proposerai, d'accord, du coup, un webinaire sur les vagues d'Elliott très très prochainement. Voilà, je vais faire mon maximum pour préparer un support. François qui me dit l'euro dollar 1,1620. Alors je vais répondre bientôt. L'or 1300. Voilà, on va y voir. Donc l'euro CHF. Voilà, je vais répondre après. Comme ça, on fait les indices. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour tous ceux qui nous rejoignent. Je vois que nous sommes assez nombreux ce matin. Ça fait plaisir de vous retrouver de toute façon. Donc le S&P, voilà, rebond. On approche de résistance. Vous voyez 2600, seuil psychologique. Attention, à mon avis, on va perdre du momentum, hein. Vous voyez que le RSI s'aplatit. C'est pas un signal baissier parce que vous voyez à ce moment-là, on avait un RSI également qui s'aplatissait, on avait même une divergence. Mais c'est un signal où voilà, je pense que le plus gros du mouvement a été fait. Là, faut garder à l'esprit qu'on a fait 10% hein, sur le S&P depuis 12 même, depuis le plus bas. C'est quand même beaucoup. On n'a pas réellement eu de phase de respiration, donc je dirais qu'un retour à 2530 la semaine prochaine n'est pas à exclure. D'accord, quelques prises de bénéfices n'est pas à exclure du tout. Donc voilà, mais je pense pas qu'il faut shorter maintenant les indices parce qu'il y en a déjà qui, je m'en souviens en début de semaine, voilà 2530, ça semblait être un niveau de résistance intéressant à shorter. Et bien finalement, vous voyez, on n'a pas eu les signaux négatifs que qu'on aurait souhaité pour shorter le S&P. Donc avant de shorter une résistance, faut avoir des signaux baissiers. Et pour le moment, je n'en vois ni sur du daily ni sur du 4 heures. Donc voilà, je vois pas pourquoi on passerait à la vente maintenant. Au niveau du Dow Jones, alors Dow Jones, je vais un petit peu actualiser tout ça. Alors en parlant des vagues d'Elliott, je vous fais voir mon décompte. Voilà, vague d'Elliott, alors vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. Et là on serait en train de faire la vague 5 qui est la vague finale, qui précède les vagues de retracement, vague A, B, C. Donc A, ensuite dans la vague 5, il y a 5 vagues. 1, 2, 3, 4. Et la cinquième, on n'est pas obligé de faire un nouveau plus haut. La cinquième, ça peut avoir été celle-ci. Voilà. Donc là, c'est le gros point d'interrogation. Est-ce que on a fini la vague 5 et on est en train de faire une A, B, C? Normalement, une A, B, C, on retrace généralement jusqu'à la vague 4. Hein. Pas plus. Donc 15 520, ça fait une correction de quand même 40% depuis les plus hauts. D'accord. Donc soit on est en train de faire une vague A, B, C, ou soit on est encore dans la vague 5. On est encore dans la vague 5, mais pour être dans la vague 5,
Alors attendez, oui, non, on ne peut pas être dans la vague 5 puisque voilà, on est passé sous le plus bas de la vague 4. Donc ça veut dire que soit on est en train de faire encore la vague 4, finalement la vague 4 on l'a pas terminée, et donc ça donnerait un potentiel haussier. Ou voilà, donc c'est soit on est en train de faire la vague 4, finalement on l'a pas terminée, celle-ci, donc faudrait la décaler, faudrait que je la décale, voilà. Peut-être qu'on est en train de faire la vague 4, ou on est dans la A, B, C, les vagues de correction majeure d'un cycle de vagues d'Elliott. Donc voilà, ça c'était le petit décompte Elliotiste. C'était le petit décompte Elliotiste. On va enlever les niveaux de support de résistance. Euh, donc, voilà, je pense qu'on a tracé les niveaux de support et résistance qu'on souhaitait. Je vois pas ce que je pourrais tracer de plus. Donc là, concrètement, résistance 24 120, pardon, 24 120. Donc là, on est en train de tester les 24 000, 24 120, 24 000, ça se confond hein, globalement. Faut pas chercher la résistance au pips près, faut plutôt considérer une résistance comme une zone, c'est très important. Donc 24 000, 24 120, c'est une zone de 120 points de résistance majeure pour le Dow Jones. Si on passe au-dessus, ça donnerait des perspectives particulièrement haussières sur le Dow. Voilà. Maintenant, il faudrait que le Dow passe au-dessus des 24 120, que le S&P passe au-dessus de sa ligne de coût et que le Nasdaq passe au-dessus, pardon, alors ça y est, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus des 6440. Donc voilà, faut vraiment que le S&P confirme le signal du Dow et du Nasdaq pour vraiment avoir l'esprit plutôt voilà rassuré sur l'avenir proche du S&P 500. Voilà, le S&P, ça reste vraiment l'indicateur de confirmation. C'est vraiment l'indice. C'est un indice américain, mais on peut dire que c'est l'indice le plus influent dans le monde. Hein. L'indice, bien évidemment, boursier. Hein. L'indice action le plus influent. Voilà. Donc si, pardon, le Nasdaq, donc si, pardon, si le S&P passe au-dessus de sa ligne de coût, c'est direction, eh bien, cette oblique légèrement baissière qui se confond avec les 2800 points. Voilà. Donc, je vais faire un tour des paires majeures avant parce que j'ai beaucoup de questions. Alors l'eurodoll, on est à 15,20. Alors attention à 15,20. Grosse question, c'est est-ce qu'on est dans un bull trap, c'est-à-dire un piège, ou est-ce qu'on est dans un début de tendance? Alors techniquement, d'un point de vue analyse technique de l'euro-dollar, le breakout des 1,15, comme je l'ai écrit hier dans un papier, eh bien c'est un signal haussier majeur pour du moyen terme. Regardez en hebdo, grosse divergence haussière. En ce moment même, cette semaine, on est en train de dépasser 50. On va, à mon avis, probablement avoir la clôture du RSI hebdomadaire au-dessus de 50, ce qui serait un signal haussier. Et donc, les perspectives seraient haussières jusqu'à 1,1640, puis 1,1875 et potentiellement 1,20. Ça, c'est sur du moyen terme. Maintenant, attention, puisque vous savez que l'euro, il est influencé par le dollar et une façon d'observer le dollar, qu'est-ce qui influence la demande de dollars? Eh bien, on a le DXY qui peut donner des niveaux de support de résistance, on a l'or, on a l'USD One. Donc, quand on regarde les breakouts sur l'euro dollar, c'est important de regarder ce que fait l'or ou le DXY. Le DXY, il est à 95, mais plus que 95, vous voyez qu'il est ce canal haussier, enfin ce canal légèrement haussier dans lequel on était sorti pendant quelques temps, pendant on va dire 6 mois en début 2018, qu'on a réintégré, regardez, un canal, on arrive en dessous. Alors certes, le RSI ne rebondit pas, on n'a pas de signe haussier, mais on arrive proche d'une résistance. Mais là où il y a surtout quelque chose à surveiller, c'est l'or pour moi. L'or, regardez, il bute. On a une deuxième thèse des 1300, enfin à peu près, avec un échec. Alors ça ne veut pas dire qu'on va avoir une chute de l'or, ça ne veut pas dire que l'or ne va pas dépasser 1300, mais on voit qu'on a des vendeurs qui se manifestent ici. Si on a des vendeurs de l'or, c'est-à-dire qu'il y a des acheteurs du dollar.
d'accord? Et c'est pour ça que ça fait, à mon avis, pression sur l'euro. Donc, si l'or demain dépasse 1300, ça serait un signal positif pour l'or, mais également pour l'euro. Pour l'euro, puisque l'euro est particulièrement influencé par le dollar. Et voilà. Et quand vous voyez la corrélation entre l'euro et le gold, elle est vraiment importante. Regardez. Gold, indicateur, coefficient de corrélation, on va mettre l'euro-dollar. Et vous voyez que la corrélation est de 65% quand même sur 200 jours. Et en semaine, 60%. 58 pour être précis, sur 200 semaines. Hein. Donc c'est vraiment une corrélation importante hein, entre l'euro, dollar et le cours de l'or XAU USD. Donc je vous l'avais expliqué de toute façon en début de semaine et même avant. Mais concrètement, si on a des signaux aussi sur l'euro, c'est positif pour l'or. Mais en même temps, si l'or est sous résistance, eh bien, on a potentiellement une prise de bénéfice qui va se faire sur l'or et donc de l'achat du dollar, parce que si on vend l'or, on achète du dollar, et donc si on achète du dollar, ça fait pression sur l'euro. Donc, conclusion, surveillez les 1300 dollars. Si on dépasse les 1300 dollars sur l'or, ça sera un nouveau relais, j'ai envie de dire, je sais pas si ça se dit de croissance, hein, c'est pas vraiment un relais de croissance, mais je veux dire, ça sera un nouveau signal haussier pour l'euro. Voilà. Si l'or dépasse 1300, signal bullish sur l'euro dollar. Signal bullish sur l'euro dollar. En tout cas, techniquement, voilà, on a eu le breakout. 1,15, c'est un support quand même majeur. Donc, je pense que voilà, on va avoir des acheteurs qui vont se manifester. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'or, je pense, consolide en dessous des 1300, mais vous voyez, n'a pas baissé. Puisque de toute façon, s'il baisse, c'est-à-dire que l'euro dollar baisse. Mais l'euro dollar, il est soutenu par les 1,15. Donc, c'est pour ça que ça limite. En fait, il y a un plafond à 1300 et il y a un espèce de support. Alors, qui correspond à 1,15 $ l'euro. Voilà, donc on est entre la résistance de l'or et le support de l'euro. C'est-à-dire que si l'or en intraday teste 1300, ça peut être l'opportunité de shorter l'or ou de shorter l'euro. Et à l'inverse, si on a l'euro dollar qui teste 1,15, ça peut être soit l'opportunité d'acheter l'euro dollar ou soit une opportunité d'acheter l'or. Puisque regardez, donc là on a l'or en chandelier, l'euro dollar en bleu. Si on se met sur 5 jours glissants, regardez sur 5 jours glissants c'est pareil. C'est exactement pareil. Donc vous voyez que si on teste, vous voyez là c'était la résistance 1296. Imaginez vous aviez shorté l'or, bah, c'était bon. Mais si vous aviez shorté l'euro, c'était également bon. Et là pareil, là en bleu ici c'est un 15. D'accord, la courbe en bleu où il a rebondi, c'est un 15. Si vous aviez acheté l'euro, eh bien c'était bon. Mais si vous aviez acheté l'or, c'est pareil, c'était bon également. Donc voilà, faut bien garder à l'esprit que l'analyse technique de l'euro-dollar ou de l'or va influencer eh bien du coup la seconde paire. Donc si l'euro-dollar teste une résistance, ça va être une résistance également pour l'or. Si l'or teste une résistance, ça va être une résistance pour l'euro. Et vice versa. Et même question quand le mouvement vers l'objectif est lent. Alors, ah pardon, j'avais pas lu la première question. Alors Philippe qui me demande en général quand un mouvement va rapidement sur un objectif, il y a plus ou moins de chances que les prix évoluent ensuite sur un reflux ou au contraire il y a plus de chances pour qu'on s'installe au-delà de ce niveau. Alors, plus le momentum est important, moins il y a de corrections. À part quand il y a des capitulations, mais quand on a un momentum haussier important, normalement, dans la théorie, c'est que la correction est moindre. Et même question quand le mouvement vers l'objectif est lent. Et quand le mouvement vers l'objectif est lent, il y a plus de chances que la correction soit plutôt de 50 voire 61% de retracement de Fibonacci. D'accord? Alors que quand il y a un momentum vraiment important, quand il y a une hausse importante de tendance, que ce soit la hausse ou la baisse, hein, eh bien la correction c'est 38 voire 50% de retracement. Alors maintenant c'est une règle, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer au jour le jour, voilà, c'est quelque chose à garder à l'esprit, mais voilà. Donc voilà pour l'euro-dollar et l'or. J'espère que vous avez compris hein, ce que je souhaitais vous montrer au niveau des résistances et des supports, comme quoi ces deux actifs euro-dollar et XAU-USD sont extrêmement liés. Voilà, ils sont extrêmement liés parce qu'ils ont une constante en commune qui est eh bien le dollar, et le dollar influence énormément l'or et influence énormément l'euro.
Voilà, donc l'euro-dollar, 1,15, bullish au-dessus des 1,15, et donc en intraday, bullish, cours de l'or également, jusqu'à 1296. Imaginons l'or atteint 1296, pardon, 1296 qui est son récent plus haut. Voilà, donc s'il atteint 1296, 1200, 1300 dollars, voilà, cette zone de 4 dollars, eh bien, il va falloir prendre des bénéfices sur la stratégie intraday de l'euro-dollar, pardon. Au niveau de l'USD Yen, alors l'USD Yen, pas grand chose, vous voyez, cette semaine, si on devait faire un bilan, c'est quasiment une consolidation qu'on a eu. Hein. On a eu un mouvement haussier puis un mouvement baissier. Voilà, pas grand chose à dire sur l'USDN. Alors je vais faire mon analyse technique pour y voir un petit peu plus clair. Voilà. Parfois quand vous voyez pas clair sur une paire, ou sur un actif, hein, ce que je vous invite, c'est vraiment de refaire votre analyse technique, de repartir sur feuille blanche quasiment, et voilà, de recommencer votre analyse. Ça vous aidera à y voir beaucoup plus clair. Voilà, donc là, vous voyez, breakout, pullback. Le breakout, on n'a pas eu de pullback à ce moment-là. Et voilà, je pense qu'on n'a pas besoin d'afficher plus. Voilà, donc là, on est sur support. La question, c'est est-ce que le dollar va surperformer le yen? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que la devise qui va sous-performer, comme je vous l'ai dit tout au long de la semaine, ces prochaines semaines, eh bien, ça va être, c'est mon opinion, hein, mais je pense que ça va être le dollar. Je pense que la Fed va être particulièrement dovish. On a le shutdown, ça coûte à l'économie le shutdown aux États-Unis. Il y a des estimations, alors attention, hein, c'est des estimations, mais qui dit que une semaine de shutdown ralentit la croissance du PIB de 0,5 points à 1 point. 1 point, c'est peut-être beaucoup. Déjà 0,5, c'est énorme. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a un impact économique du shutdown. Et là, ça fait déjà, alors de tête, on termine la troisième semaine de shutdown partiel. Attention, hein, c'est pas un shutdown total, c'est un shutdown partiel, mais quand même. Donc ça aura un coût sur l'économie que le marché devra intégrer dans les prix. Et peut-être qu'il est déjà en train de l'intégrer. Qui sait, hein. Donc voilà. Donc le dollar, moi je suis particulièrement enfin, je suis plutôt pessimiste dessus. Je pense qu'il a été beaucoup soutenu en 2018 par les incertitudes en Europe, avec l'Italie, avec le Brexit qui a continué à peser hein, sur le moral, mais également en Asie avec le ralentissement de l'économie chinoise et avec la guerre commerciale. Donc le dollar a fait office de valeur refuge. Et en plus de cela, on avait un yield, hein, on avait du rendement, on avait un dividende avec la Fed qui remontait ses taux. Mais si on revient il y a 6 mois, ce qu'on anticipait en 2018, c'est quoi? C'est 3 à 4 hausses des taux. 3 hausses des taux en 2018. Là, il n'y a plus qu'une hausse des taux qui est attendue. Il y a même une probabilité non négligeable hein, qui est de, il me semble, 8% pour une baisse des taux d'intérêt de la Fed. D'accord? Il y a une probabilité qui est quand même existante alors qu'elle n'était pas il y a de cela un mois ou deux. Donc le marché, on voit qu'il change ses attentes de la Fed. Il était particulièrement, ce marché était particulièrement optimiste il y a encore quelques mois. Dorénavant, le marché s'attend à un net ralentissement de la normalisation de la politique monétaire, voire même il y a une infime, enfin il y a quand même 8%, ce qui n'est pas rien, hein, c'est près de 10, il y a 8% des consensus des économistes hein, qui tablent sur un cut, sur une baisse des taux. Alors, ça traduit que si on a une baisse des taux de la Fed, c'est-à-dire qu'il y a un crack hein, des marchés financiers. La Fed ne baisse quasiment pas ses taux avant un crack. D'accord voilà, c'est arrivé une fois, il y a, il me semble, 30 ou 40 ans, mais ça n'arrive quasiment jamais. Généralement, la Fed, elle baisse ses taux lorsque l'économie américaine tombe en récession, et lorsqu'elle tombe en récession, eh bien, en même temps, on a un crack des marchés. Donc, si le marché anticipe un cut, comment dire, une baisse des taux d'intérêt de la Fed, c'est-à-dire que ça sous-entend que le marché s'attend à une récession américaine. Ce qui est plutôt logique, compte tenu du fait que, eh bien, si on regarde la courbe des taux aux États-Unis, eh bien, elle est un petit peu inquiétante. Regardez. Courbe des taux
aux États-Unis. Alors, on va mettre le tout. Voilà, donc courbe des taux. Le seuil clé, c'est les 0%. 0% qui est en rouge. Si on tombe sous 0%, eh bien vous savez ce qui s'est passé en 2007. Vous savez ce qui s'est passé en 2000, en 89. Voilà, on sait tout ce qui s'est passé à ces moments-là. Eh bien on a eu les cracks qu'on a connus, hein, des moins 50, des moins 40% sur le S&P 500. Hein. Sur le S&P, je parle pas du CAC 40, mais bon sur le CAC ça devait être à peu près la même température. Donc voilà. Est-ce qu'on va avoir une récession américaine? Bon, en tout cas vu la tendance, la courbe des taux, il y a des chances qu'on en a une très prochainement. J'ai fait une étude de probabilité qui montre que si on a une inversement de la courbe des taux, si on passe sous zéro, il me semble qu'on a à peu près 90% de probabilité d'une récession d'ici 2 ans. D'accord. Là, il est à 16 points de base, la différence des taux entre le 10 ans et le 2 ans US. La probabilité alors de tête d'une récession d'ici 2 ans, c'est 70%. Donc on n'a pas eu d'inversement, mais le fait qu'on soit actuellement à 16 points de base, on a quand même une probabilité importante de récession d'ici 2 ans. Si on a une récession américaine, il y a un crack. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le passé nous a appris. Ce que le passé nous a appris, pardon. Donc voilà au niveau de l'USD Yen. Je continue avec l'USD CAD. L'USD CAD, bon bah honnêtement, la hausse des cours de pétrole, c'est très bénéfique pour le dollar canadien, comme on l'a vu, hein, comme on le voit finalement depuis le début de la semaine. Regardez, le CAD, ça fait partie des devises les plus, enfin, qui surperforment hein, avec la UD et le NZD. Donc CAD haussier, ça fait pression sur le dollar qui lui sous-performe de loin le forex. Donc voilà, l'USD CAD, moi d'un point de vue technique, je constate une oblique ici qu'on pourrait venir tester. Donc pour moi, c'est le prochain support majeur. Ça va être cette oblique qui est aux alentours des 1,30. Voilà, donc direction cet objectif. Au niveau de l'AUD, alors l'AUD rebondit, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Donc il rebondit fortement après avoir touché son plus bas de 2016. Comme quoi, regardez l'analyse technique, ce n'est pas que, oui, c'est pas que du show, hein, si je puis dire. Regardez, le plus bas de 2016, la mèche au niveau du flash crash, hop, ça repart. Donc la USD c'est haussier et là eh bien l'objectif sur la USD comme je vous l'ai dit en début de semaine c'est qu'on achèterait les 0,113 et même vous voyez ce récent plus haut. Si vous êtes à l'achat et que vous êtes déjà en bénéfice, ça peut être intelligent de prendre quelques bénéfices avant la fin de semaine parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer le week-end. Donc ça peut être quelque chose d'assez intelligent de prendre des bénéfices, quelques bénéfices avant la clôture ce soir. Alors au niveau du Bund, le Bund, que faire du Bund? Alors, moi j'ai plutôt une perspective baissière sur le Bund. Alors, faut savoir que le Bund c'est l'inverse du rendement, hein, de son rendement. Donc c'est-à-dire que si le rendement augmente, le Bund baisse, le prix du Bund baisse et vice versa. Donc le Bund, il est acheté lorsqu'on a de l'aversion pour risque. Vous savez, une obligation elle est achetée pour se couvrir. Hein. Une obligation, ça a la particularité d'être moins volatile qu'une action. C'est pour ça que c'est inclus dans les portefeuilles. C'est parce que dès qu'on a de l'aversion au risque, eh bien, on a l'obligation qui s'apprécie et ça va pas créer de la volatilité dans un portefeuille puisque eh bien c'est moins volatile que les actions. Donc c'est ça l'avantage du Bund. Le Bund, si on regarde techniquement, bon bah c'est bullish depuis le crash, hein, enfin la correction des marchés boursiers plutôt. Regardez le pic. Enfin là le bottom c'était le 5 octobre. Si on regarde le S&P ou voilà les autres indices, la résistance, le sommet avait été inscrit début octobre. Donc c'est pas un hasard. C'est parce que le marché se couvre sur les obligations. Voilà. Donc au niveau de l'analyse technique, par contre, en ce moment, on regarde à court terme, on a quand même une divergence de momentum. Si on regarde en 4 heures, alors la divergence qu'on peut constater ici, sommet, sommet du RSI, sommet, sommet, de plus en plus haut sur le prix. Donc ça diverge. Faudrait qu'on casse un support pour passer à la vente vraiment de façon, voilà, comment dire, confiante. Donc on peut attendre, on peut attendre qu'on passe sous cette oblique baissière pour confirmer le renversement de tendance. On est peut-être même en train de faire une épaule, une tête et une épaule, hein. C'est possible. Hein. Donc épaule, tête, épaule. Si on passe sous cette oblique,
ça peut être considéré comme une ligne de coup. Et dans ce cas-là, on aura un objectif baissier qui correspondrait à la hauteur de cette tête qu'on viendrait reporter au niveau du breakout. Donc ça dépend où se fera le breakout, mais bon, voilà. Si on estime que ce sera par ici, on ira viser les 160 € le bout. Donc je vais mettre une alerte d'ailleurs sur cette oblique. Donc prix, si on a un croisement à la baisse de la ligne sélectionnée, déclenchement clôture barre courante, donc à la clôture. Et voilà. Voilà, donc je vais mettre juste une alerte par email. Donc ça c'est l'avantage de voilà, de Pro Real Time, hein. Vous avez quand même pas mal de possibilités. Ah bon, bah, vous voyez, finalement j'ai parlé un petit peu trop vite. Donc du coup ce sera une alerte en temps réel, non pas par email. Alors, je vais vous lire vos questions. Philippe qui me dit comment peut-on avoir véritablement un crack d'ici 2 ans avec les élections prévues US, françaises et allemandes? C'est possible. Alors oui, tout est possible. Regardez, regardez en 2008, c'est le parfait exemple. 2008, élection. Alors il me semble que c'était Nicolas Sarkozy, c'est en 2007. Hein, Barack Obama 2008. Euh, est-ce que ça évite? Est-ce qu'on n'a pas eu de crack? Non. Non, donc non, c'est pas parce qu'on a des élections, on a des cycles. On a des cycles. Normalement, la 4e année d'un mandat et la première année d'un mandat sont les meilleures années statistiquement pour les marchés boursiers. Donc là, on est en train de faire la 3e année du mandat de Donald Trump, puisqu'il a été élu en 2016. Il est rentré ah non, pardon, oui, on commence la 3e année, puisqu'il son son investiture c'était le 20 ou 21 janvier 2017. Donc là, on a 2007, ça fait 1 an, 2018, 2 ans, là on est en 2019, on commence la 3e année. Donc le crack, la probabilité, moi j'ai faite sur Excel statistiquement, hein, depuis que la courbe des taux, voilà, depuis 1950, voilà, c'est depuis ce moment-là où j'ai fait la probabilité. Euh, Ça ne veut pas dire qu'on va forcément en avoir une dans 2 ans, ça peut être plus tôt, hein, ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Vous voyez. A priori, sur 100 ans, l'année avant les élections américaines est haussière. Oui, statistiquement, tout à fait, Louis. La 4e année et la première année d'un mandat présidentiel américain. Attention, hein, c'est pas le mandat présidentiel français, hein, qui va faire une différence. Hein. C'est vraiment la 4e année et la première année d'un mandat d'un président américain sont les 2 meilleures années des marchés boursiers. La 4e et la première. Parce que vous savez que aux États-Unis, les présidents sont élus pour 4 ans et non pas 5. D'accord? Donc la 4e et la première sont les 2 meilleures années pour les marchés boursiers. Maintenant, ça ne veut pas dire que on va forcément avoir une hausse à la 4e année et on va forcément avoir une hausse à la première année. D'accord? Ça ne veut pas dire ça. C'est statistique. C'est comme la saisonnalité. Regardez, normalement, octobre, c'est le bull market. On a 60% de probabilité d'une hausse du S&P en octobre. Qu'est-ce qu'on a eu en octobre? On a une baisse de 10%. Voilà. Donc, c'est important de les connaître, ces statistiques, ces saisonnalités, mais ça ne fait pas tout, d'accord? Mais c'est important à les suivre, à les connaître. Voilà. Donc, au niveau du Bund, c'est fait. Je passe au cours de pétrole. L'or, donc vous avez compris, hein, au niveau des 1200, 1300 et le support. Alors le support, il est globalement visible. Le support de l'or, c'est le support de l'euro-dollar à 1,15. Si l'euro-dollar teste 1,15, c'est un support pour l'or. Donc le support de l'or en soi, il est invisible. Maintenant, si je devais en donner quelques-uns quand même, si je devais en donner quelques-uns, alors en intraday, regardez, on a une oblique haussière ici. Donc cette oblique peut être considérée comme un support. Et vous voyez d'ailleurs, on est en train de faire un triangle ascendant. Donc ça, c'est une figure haussière. Donc voilà, cette oblique, je dirais que c'est comment dire un support. Si on passe en dessous, la perspective sera assez baissière, hein, quand même. Hein. Elle sera particulièrement baissière même. Si on passe en dessous, on ira chercher probablement les 1262. Mais pour qu'on passe en dessous, il faudrait que l'euro-dollar passe sous 1,15. Donc voilà, le support invisible de l'or, c'est l'euro-dollar s'il teste 1,15. Si l'euro-dollar teste 1,15, ce sera un support pour l'or. Au niveau du pétrole, alors pétrole, ouais, ça progresse, hein, 20% en 2 semaines, hein, on dirait pas comme ça, mais quand même, le Brent a pris 20%. Là, prochaine résistance,
vous la connaissez, c'est ce top de décembre à 63 $ à peu près. Ça correspond donc à ce top, mais également à un seuil de Fibonacci qui est 38% de retracement de la baisse de 2015 à 2017, de la hausse de 2015 à 2017, pardon. Donc voilà. Et si on retrace des Fibos sur cette impulsion baissière, ça correspond également à 38% de cette baisse. Donc là, concrètement, 64 $, faut, je pense, hein, c'est mon opinion, mais impérativement prendre des bénéfices si vous êtes à l'achat sur le Brent ou sur le WTI. Parce que si le Brent atteint 64 $, le WTI commencera à comment dire, avoir du mal à progresser. D'accord? Donc 64 $, c'est la résistance à court terme du Brent. Si on passe au-dessus, c'est direction, honnêtement, les 70 $. Au niveau du WTI, même topo. C'est-à-dire que on a cette résistance. Alors, voilà, la résistance qui est à 54,67. Si je me mets en hebdo et que je trace des retracements de Fibonacci, ouais, donc là, on dépasse les 50%. Et si je trace les retracements de cette baisse, 38% c'est 55. Donc vous voyez sur le WTI, l'analyse technique, enfin la résistance à 54 ne coïncide pas avec réellement les 38% de cette baisse et ni les 38% de la hausse. Donc voilà, sur le WTI, l'analyse technique est un petit peu plus, j'ai envie de dire, brouillon, un peu moins, voilà, comment dire, facile. Je dirais il y a beaucoup plus de niveaux de support de résistance à surveiller. C'est pour ça que le Brent, là c'est clair, hein, tout coïncide à 64 $. Tout coïncide. Donc je dirais que 64 c'est l'objectif majeur à court terme. Et ensuite, je dis pas qu'on va avoir un retracement à 64 $, mais il faudra être particulièrement vigilant à ce que fait le Brent s'il atteint cette résistance. Voilà. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. J'espère vous avoir aidé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à lundi pour mon prochain point de marché. Et je vous souhaite également de passer un excellent week-end.